dans ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre en compte cette forme d'économie dans nos réflexions. Dans une recherche actuelle qu'on fait sur les pratiques économiques des jeunes, notamment des jeunes précaires, on se rend compte dans nos entretiens, puis on fait aussi une ethnographie économique en les suivant aussi dans leurs activités quotidiennes, que le travail comme forme de production de ressources est très minoritaire dans leur vision des choses. Ce qui prédomine plutôt, c'est comment je réponds à mes besoins. Et comment je réponds à mes besoins, ça passe par d'autres formes de production de ressources, notamment le pari en ligne. Un jeune dernièrement qui m'appelle en me disant j'étais endetté, j'ai fait une connerie ce week-end parce qu'il me restait 1500 francs, je dois rembourser ma gérance et puis j'ai tout fait en pari en ligne dans le handball, je ne connaissais rien, j'ai tout perdu. Voilà. Mais c'est une forme de production de ressources parmi d'autres et qui est très très présente, comme avoir plusieurs identifiants pour faire des achats sur Internet et puis acheter à travers différents identifiants des choses à crédit, etc. Il y a toutes sortes de pratiques qu'on découvre qui sont possibles à travers des formes de crédit qui ne sont pas contrôlées notamment par la loi. En Amérique du Sud, il y a beaucoup d'études qui montrent notamment comment les instituts de crédit inondent les bidonvilles de cartes de crédit. Et certaines familles ont plusieurs cartes de crédit et finalement ils utilisent les cartes de crédit comme forme de remboursement du crédit qu'ils ont fait, etc., dans des formes de jonglage à l'infini par rapport à ça. Et c'est rentable pour les instituts parce qu'effectivement, ces cartes de crédit sont données sur une base un petit peu de confiance et d'honneur local, notamment dans les quartiers, celui qui peut rembourser. Et donc il y a une forte pression là autour. Donc on voit que la finance s'inscrit non pas seulement auprès des financiers, mais s'inscrit jusqu'au cœur de nos vies. Qu'on parle aujourd'hui en Suisse, dans les classes moyennes bien portantes, de l'épargne financiarisée, où on vous pousse à avoir un troisième pilier pour échapper à un impôt, etc. Chaque fois que vous ouvrez votre e-banking, vous avez des formes de placement qui vous sont proposées, etc. Et puis il y a aussi les crypto-monnaies. Ça c'est une chose extraordinaire et incompréhensible, les crypto-monnaies. Moi j'accompagne un jeune maintenant qui est en train de créer un jeu en ligne basé sur les crypto-monnaies. Donc l'idée, et c'est en train de marcher, je peux vous dire très très fort, parce que c'est des choses qui existent, c'est que finalement quand vous entrez dans le jeu, vous achetez des personnages en crypto-monnaie. Et donc lui, il gagne son argent à travers ça. Mais ensuite, vous pouvez revendre vos personnages ou des éléments ou acheter des éléments en plus de vos personnages quand vous gagnez des points face à d'autres en jouant, etc. Et c'est toute une logique qui est complètement abstraite, puisque vous touchez rien, voilà, c'est totalement en ligne. Et puis il peut même, pour lancer ce jeu-là, faire appel effectivement à du crowdfunding sur Internet pour avoir. Il me raconte que quelqu'un qui a fait ça en Angleterre, en quelques jours, a récolté des millions en crypto-monnaie pour lancer son jeu. Donc c'est quelque chose d'assez fou. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Pour lui, c'est une solution. Il peut plus, il a été invalidé par le monde du travail, il ne peut plus entrer dans le monde du travail actuel, et pourtant là, ça devient une forme d'entrepreneur, et en plus, avec une idée morale chez lui qui est très forte, il dit, là, on échappe aux banques centrales, donc je suis libre finalement. Je suis libre de créer mon affaire seul. Non, en fait, il n'est pas seul, ils sont tout un groupe, mais on n'est plus contraint par ce genre de choses. Qu'est-ce que ça offre comme risque, mais qu'est-ce que ça offre comme possibilité? Je pense qu'on n'a pas tout pris la mesure de ce genre de choses aujourd'hui, de ce qui est possible. Moi, ça me met dans l'embarras. Je me dis, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais en même temps, c'est une solution pour lui. Qu'est-ce que je fais de ça? Donc voilà, là, pour ouvrir un peu finalement, je m'arrêterai là, mais c'est l'idée de montrer finalement qu'il faut se réapproprier ces zones de l'économie qui à la fois se développent différemment, hors des règles, mais aussi sous les règles dans cette économie de rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les investit? Comment on les investit en termes d'hybridation, d'interdépendance? Et puis comment ça peut transformer fondamentalement, pour moi c'est essentiel, on a un rôle vraiment de lutte cognitive sur l'idée qu'il faut se réapproprier cette idée d'économie. Elle n'est pas, finalement c'est nous qui la vivons au quotidien, et comment on l'investit par rapport à ça.
voilà, c'était l'idée de vous proposer quelques pistes ou d'ouvrir des possibles pour pouvoir continuer la discussion. Okay. Merci Fabrice. Même pas un quart d'heure de plus que ce qu'on avait annoncé. C'est incroyable. Oui, bon, c'est une présentation. Pour ma part, c'était des bases, c'est une base théorique. Là, on est dans l'application concrète. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Si on reprend ce que Fabrice a montré, ce dont tu nous as parlé, on ramène les principes, comment ça joue? Peut-être que je pourrais faire ça d'abord. Je pourrais faire... Et donc, vous voyez, en fait, que c'est une... ce que j'ai peut-être pas dit à la fin de mon intervention, c'est que... ouais, va falloir... Ouais, pardon. Ce que j'ai peut-être pas dit à la fin de ma présentation, c'est que ces principes-là peuvent servir d'inspiration, mais aussi d'outils de mesure. Une politique est-elle bonne? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Si on rabat et qu'on réfléchit à partir de ces principes, il y a de bonnes chances, je crois, qu'on puisse faire une analyse approfondie de telle ou telle politique. Par exemple, de revenir sur la question de la coupe de bois chez Fabut. Mais reviens ici, parce qu'on va répondre tous les deux à des questions. Et c'est pas de t'enfuir comme un banquier suisse, dans un paradis fiscal. Donc, qui a des questions? Qui veut lancer le bal? Ça en prend toujours un ou une. Oui, parlez très fort. Et peut-être dire à qui vous vous adressez, ou sinon... En fait, plusieurs moments dans l'intervention, vous mentionnez qu'il faut parvenir à la charrette. Et je voulais vous demander votre rapport à vous par rapport au progrès, en fait, parce que c'est finalement ce rapport au progrès, de rassurer, en fait, par rapport au fait qu'on va parvenir à un monde du passé, et si vraiment c'est le maintien du progrès, n'est-il pas justement aussi perdu encore un discours idéologique un peu libéral, pas encore finalement au-delà. Et je vous dis ça parce que finalement je vois certaines communautés, notamment par exemple en termes d'autonomistes, en fait, tout simplement, qui se regroupent dans des niveaux locaux aussi, et pour qui vraiment l'objectif c'est de s'émanciper, de retourner dans un mode de vie. Donc je voulais juste vous questionner par rapport à votre rapport, à votre position par rapport à ça. Tout à fait. Le niveau où j'essaie de me situer, c'est un niveau pour lequel on peut réfléchir la société dans son ensemble. Et donc moi je pense, j'aime bien le hockey, je suis Canadien, donc je vais voir les matchs de SCB à Berne. Désolé Fribourg-Gotteron, mais bon, ces temps-ci on perd beaucoup. Mais je suis là, ce qui me frappe, c'est, là je suis avec la working class. Et puis la bande avec qui je vais, c'est des gens qui travaillent dans des ateliers de soudure ou ce genre de choses. Je vous assure que leur bernois est particulièrement lourd et c'est un peu compliqué de tout comprendre. Mais je pense à eux. Comment on va les embarquer là? Là, pour revenir sur la question du progrès. Le progrès, c'est une idéologie, c'est une conception du temps comme étant linéaire. On sait que ça a une histoire, on sait qu'il faut remonter chez les Juifs, dans le judaïsme ancien. Il y a d'autres conceptions du temps. Il y a des conceptions cycliques, il y a des conceptions, moi j'aime bien celle-là qui est hélicoïdale, un peu comme un ADN, une hélice d'ADN. Mais ça, c'est de l'ordre de l'idéologie. C'est-à-dire, culturellement, on fait le choix. Mais on fait le choix aussi de définir le progrès par rapport à certains critères, comme les réponses de sa commune. Il y a des critères, oui, non, ce qu'on a fait là, bétonner, tout couper, ça c'était de la forêt durable. Écoute, la forêt durable. Vous voyez, donc il y a des critères. Les critères qu'on se donne actuellement pour mesurer le progrès sont surtout des critères qui relèvent de l'économie de marché, qui relèvent du progrès technologique, qui font que vous sortez n'importe quel produit, vous mettez nouveau dessus, du coup ça veut dire qu'il est meilleur. Mais ça a 200, 300 ans maximum. Vous voyez? Donc, je pense que socialement, il faut pouvoir tenir un discours du progrès. Mais du progrès autrement.
d'un progrès qui ne passe pas par les critères d'évaluation du progrès actuel. C'est-à-dire, parce que c'est technologique, c'est bon. Ben non. La technique, c'est ce que les humains en font. Point. Quelle valeur ils mettent? Comment on peut réfléchir ces choses-là? Donc je pense que si on veut réfléchir notre rapport à la société dans son ensemble, ne pas tenir un certain discours du progrès, ne pas dire que nous pourrions progresser autrement. Je pense qu'on perd plus à cesser de parler en termes de progrès qu'à dire non, on n'y va pas. Moi, j'ai reçu via Robin, dans les invitations qu'il a fait passer, des profs qui ont écrit « Ben ouais, vous voulez retourner à la charrette. » Mais vous avez lu ça où? Donc ça veut dire qu'il y a une grille. Il y a les bons pragmatiques, réalistes, etc., puis c'est bon le progrès et la croissance, et de l'autre côté, il y a la charrette. Ce qu'il faut faire, c'est mettre des mines sous ces oppositions et faire exploser le tout et faire apparaître des nouveaux possibles. J'avais étudié, j'ai fait beaucoup de terrain sur le mouvement altermondialiste au début des années 2000, le Forum social mondial de Porto Alegre, etc. J'aime beaucoup ce slogan altermondialiste. Un autre monde est possible. Mais ça veut dire qu'il faut aussi le définir. Ça veut dire qu'il est aussi ouvert. Et là, il y a un enjeu d'imagination. Est-ce que je réponds à votre question? Oui. Quelle est la place de production de la vente d'armes avec la guerre stratégique? Oh my. Tu veux prendre celle-là? tu veux? Quelle est la place de la production des armes? Et là, la question est posée alors qu'il y a la guerre en Ukraine. Tu veux essayer quelque chose? Je peux essayer quelque chose, ouais. On pourra essayer après. Ouais. Si je reprends ma question, la vente d'armes, elle est toujours liée aussi à des formes de justification qui sont celles de l'emploi, typiquement en Suisse. Hein. Chaque fois que cette question se pose, on se dit, ouais, attention, il y a la question de l'emploi. Donc dans la suppression de certaines formes, etc. On est dans un espèce d'hybride où au niveau local, effectivement, ce qui se justifie, c'est qu'il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent pour ce secteur. Au niveau effectivement de l'économie,